Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Roxane. Je rappelle, vous êtes grand reporter, direction de la publication d'Omerta, auteur de Jusqu'au dernier Ukrainien chez Max Milo. Alors hier, mardi 22 octobre, le sommet des BRICS s'est ouvert à Kazan. De nombreux chefs se sont déplacés chez Vladimir Poutine, qui reçoit à domicile l'organisation des BRICS, donc qui entend concurrencer le G7. Les 5 pays fondateurs ont depuis été rejoints par des pays comme l'Iran, l'Égypte, les Émirats arabes unis. Entre les pays candidats à entrer dans cette alliance et les pays invités, c'est une cinquantaine d'États au total qui est représenté et 20 dirigeants présents. On peut voir déjà l'accueil du Premier ministre indien Narendra Modi qui arrive, qui est salué très chaleureusement par Vladimir Poutine. On a également le président chinois Xi Jinping qui est accueilli en grande pompe. On a vu aussi le président de la Palestine, de la République démocratique du Congo, de l'Égypte, j'en passe. C'est le plus grand événement de politique étrangère jamais enregistré sur le sol russe. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était également arrivé ce matin en Russie et s'entretiendra demain avec Vladimir Poutine. C'est une première depuis avril 2022. Qu'est-ce que ça dit de l'influence de Vladimir Poutine ? Est-ce que l'idée d'un Poutine isolé peut toujours tenir la route ? Écoutez, je sais que quand on regarde un petit peu le traitement sur les réseaux sociaux, les réactions à ce grand rassemblement des BRICS à Kazan, il y a il y a toujours des petits malins sur les réseaux sociaux qui s'amusent à mettre en parallèle des déclarations. Et ce qui m'a frappé, c'était comment on retrouve de façon récurrente dans les propos d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, et même Joe Biden, le président américain, cette phrase qui revient comme un mantra, Vladimir Poutine est isolé sur la scène internationale. Donc répétez ça, et puis vous mettez à côté les images qu'on a tous vues hier, évidemment, mises en avant par les Russes, mises en avant par les alliés des Russes, parce qu'il n'y a pas simplement que Vladimir Poutine qui cherche à montrer qu'il a brisé son isolement et que quelque part il est en train de gagner la guerre en Ukraine. C'est aussi l'intérêt de certains pays de montrer qu'ils s'affranchissent de l'ancien ordre mondial, quelque part, même tout en conservant des liens avec lui. On parlait de Narendra Modi tout de suite. L'Inde est un pays avec lequel notamment la France a d'excellents rapports, avec laquelle la France a beaucoup de traités, de commerce, etc., notamment de vente d'armes. La Chine n'a pas coupé non plus ses liens avec les États-Unis, même si les relations sont très difficiles en ce moment. Donc chaque pays a intérêt à montrer quelque part ou à profiter de cette opportunité des BRICS pour montrer son émancipation de cet ordre qui est en train de devenir un ordre ancien, qui était l'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a une dimension aussi supplémentaire, c'est la tentative que proposent ces pays de s'affranchir de la domination du dollar dans leurs échanges. Et là, c'est vraiment une remise en cause des traités de Bretton Woods de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui consacrait justement cette suprématie du dollar et qui a donné cette puissance aux États-Unis. Donc là, il y a vraiment un tournant qui est en train de se mettre en place. Mais surtout, c'est un aspect, c'est une plateforme incroyable pour certains pays. Je crois qu'on évoquera la question de Nicolas Maduro, le président vénézuélien, qui est en général assez isolé, contesté dans son pays, et qui va évidemment profiter de cette plateforme pour se libérer de ses chaînes et d'une sorte de blocus que les Américains lui imposent, pour dire voilà, le nouvel ordre mondial est en route. Alors cette plateforme monétaire que les pays essayent désirent mettre en place, en fait. On a eu hier une rencontre entre les 9 chefs d'État des BRICS et la présidente de la nouvelle banque du développement des BRICS, Dilma Rousseff. C'est un enjeu majeur. Est-ce que ça a des chances d'aboutir ? Et quelle place est-ce que pourrait avoir cette monnaie ? Alors moi, je ne suis pas spécialiste d'économie et de finance. Je constate simplement que vous avez quand même des acteurs majeurs de l'économie mondiale. Je pense à une image en particulier. Vous évoquiez donc Dilma Rousseff, évidemment, le Brésil est très présent, donc pays densément peuplé également. Mais vous aviez hier une image qui m'a interpellé, c'est Vladimir Poutine avec dans la même pièce Xi Jinping et Narendra Modi. Vladimir Poutine est avec 3 milliards d'individus.
avec ces deux-là, simplement. Si vous prenez l'ensemble des BRICS et des 20 chefs d'État présents, vous êtes un peu plus de la moitié de l'humanité. C'est quand même quelque chose qui ne peut pas être balayé d'un revers de manche. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ces pays ont-ils la capacité financière, au niveau d'un point de vue financier et d'un point de vue économique, de régler leurs propres échanges entre eux? C'est compliqué. C'est un désattelage parfois avec des concepts philosophiques, on va dire, extrêmement différents. Vous prenez l'Arabie Saoudite et l'Inde, on est quand même dans vous avez un pays qui est à la tête, on va dire, du monde sunnite sur la planète, et puis de l'autre côté, vous avez un pays qui est quand même connu pour discriminer ces minorités musulmanes et voir leur faire la guerre. Donc voilà, il y a des attelages un petit peu comment dire, bizarres, mais ils s'entendent, et ils s'entendent contre l'Occident. Ça, c'est un fait qui, je dirais, avant la guerre en Ukraine, avant 2022, n'existait pas. On sentait cette émergence du Sud profond, du Sud global, mais il n'y avait pas encore de concrétisation. Alors là, on va voir, ça va être un véritable défi pour eux. Et face à ça, eh bien, il faut reconnaître quand même on a un Occident qui donne des signes de faiblesse. Le poids économique de l'Europe est certes conséquent, mais son poids politique, notamment en regard des Américains, est assez minime. On est aux États-Unis dans une espèce de cacophonie de fin de campagne où on sent bien que les démocrates sont en train l'élection est en train quand même de glisser, même s'il faut pas faire de pronostics, mais que là vous avez l'ordre établi entre guillemets, Joe Biden, Kamala Harris. On voit bien que Barack Obama se démène dans tous les sens pour essayer de faire changer la vapeur et de faire en sorte que Kamala Harris l'emporte. Mais pour revenir à ça, donc une Amérique affaiblie, une Amérique qui n'a pas gagné la guerre, qui n'a pas obtenu l'affaiblissement de la Russie, et ce sommet en est aussi une des illustrations. Dans la guerre en Ukraine, l'affaire semble de plus en plus aller vers un sens pas de victoire de la Russie, mais en tout cas d'impossibilité de victoire de l'Ukraine, malgré toute l'aide que l'Occident a fournie à ce pays. Pour ce qui est d'Israël et de Gaza, eh bien, les États-Unis ont tenté de faire la paix, ils s'en sont révélés incapables. Le conflit s'est propagé au Liban Sud. Il risque de se propager à l'Iran, puisqu'on est dans l'expectative de frappe israélienne sur le territoire iranien. Donc, quelle va être la riposte des Iraniens si riposte il y a un risque d'embrasement général du conflit. Vous avez la question des Houthis qui n'a pas été traitée non plus, sur lequel les marines américaines et marines occidentales sont intervenues mais n'ont pas réussi à rétablir un trafic normal en mer Rouge qui est très important pour l'économie mondiale. Et donc là, vous avez un Occident qui apparaît affaibli, qui est dans un moment pas très confortable pour justement entamer un dialogue, ou en tout cas rattraper son hégémonie d'antan. Et puis c'est une forme de clou, comment dire, je dis pas qu'il y a un cercueil de l'Occident, mais enfin on est quand même dans une phase très très complexe, et il va falloir qu'il y ait une réponse, et une véritable réponse. Alors, par rapport à ça, moi, je voulais revenir un petit peu sur l'élection américaine. Je suis cette élection comme le lait sur le feu, ayant été correspondant aux États-Unis. Je remarque des choses, j'écoute Donald Trump, je vois c'est la façon dont il conduit sa campagne. Les démocrates, malheureusement, je constate, ont conduit la même campagne qu'Hillary Clinton en 2016, qui les a fait perdre. Mais on a avec une candidate qui, quand je vois l'incarnation traduite par ce sommet des BRICS, des leaders qui sont des autocrates, des Xi Jinping, des Narendra Modi, des Vladimir Poutine, des Mohamed Sissi, le président sud-africain, le président du Venezuela, enfin bref, qui incarnent leur pays, et que je vois la faiblesse intellectuelle, je dirais la faiblesse de Kamala Harris, je me dis, et la faiblesse de Joe Biden, je me dis qu'il faut, face à ça,
quelque part, un Trump, au moins, avec sa grande gueule, avec ses milliards derrière, viendrait peut-être contrebalancer. Mais je ne vois pas une Amérique telle qu'on l'a vécue avec Joe Biden, c'est-à-dire un président en exercice, mais un président fantoche, un président qui ne prenait pas les décisions, avec un État profond derrière. Si c'est Kamala Harris qui arrive, ça va être exactement la même chose. Non, il faut quelqu'un qui incarne l'Amérique pour pouvoir remettre l'Occident et faire que un dialogue puisse se faire. Ça va pas être la guerre froide, ça va pas être une nouvelle guerre froide, mais quelque part, c'est en train d'en prendre quand même le chemin. Et là, il va vraiment falloir que, parce que chez nous non plus, il y a aussi une carence de leader. C'est pas le pâle Olaf Scholz ou le Premier ministre travailliste britannique, en dehors de Giorgia Meloni en Europe, et donc sur la von der Leyen, qui quand même s'y représente. On est quand même avec un président Macron qui est dans une cohabitation. On est quand même dans quelque chose d'extrêmement palichon par rapport à toute ce Sud qui est incarné par des personnages très sulfureux qui parfois ont vraiment ce ne sont pas des gens bien, mais c'est eux qui gouvernent. Ouais, alors vous nous dépeignez donc un Occident en déclin, qu'on peut regarder. D'un côté, donc ce bloc occidental qui semble perdre de l'influence, et de l'autre, à l'inverse, on a un bloc qui semble émerger. Je vous propose d'écouter Nicolás Maduro, donc le président vénézuélien, qui est arrivé au sommet des BRICS. Ya somos parte del engranaje de esta ingeniería del mundo multicentrique, pluripolaire qu'ils font, et nous venons partager l'expérience de la lutte, l'histoire du peuple vénézuélien. Nous venons partager nos rêves, nos espoirs d'un monde sans colonialisme, sans hégémonisme, sans impérialisme, d'un monde où les superpuissances émergentes pouvons partager avec les pays auxquels nous aspirons, du Sud global à l'indépendance, au développement, à la prospérité, dont les BRICS sont déjà devenus l'épicentre du nouveau monde multipolaire. Voilà. Bon, la diction n'était pas exceptionnelle avec la traduction automatique, mais voilà, ce qui en ressort, c'est finalement un défi adressé à ce monde ancien. Est-ce que le message, c'est le nouveau monde est en train de se construire et le nouveau monde se construit sans vous ? Vous savez, il y a cette phrase ultra connue de ce sociologue communiste italien qui s'appelait Antonio Gramsci, qui disait le vieux monde se meurt, le nouveau n'est pas encore né, et dans le clair-obscur surgissent des monstres. Alors, je ne sais pas si on est dans cette phase du clair-obscur ou si on est dans cette phase du nouveau monde. Ça, c'est à définir. Mais en tout cas, il y a clairement un mouvement de l'histoire qui se fait. L'ignorer comme le font la plupart des médias mainstream français, on va dire. Moi, je suis surpris de ne pas avoir... ça a été mentionné à quelques JT hier soir, mais je trouve que l'importance... alors, on va dire, oui... on va pas le couvrir ou on va le laisser un petit peu comme ça, on va juste le mentionner parce que ça serait faire de la propagande à Vladimir Poutine. Je pense qu'on est bien au-delà de la question de la propagande à Vladimir Poutine. Quand on écoute Maduro, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette bouillie chaviste avec les vieilles références aux luttes d'Amérique du Sud et aux vieux mouvements communistes de là-bas, il y a clairement une manière de s'émanciper. C'est-à-dire que Maduro prend les BRICS comme une bouée de sauvetage. Vous savez, Maduro, son problème, c'est pas pourquoi c'est le Venezuela, pourquoi le Venezuela est-il l'objet de tant d'attention, pourquoi les élections au Venezuela, même si elles représentent un mouvement de fond de contestation du pouvoir de Maduro, qui n'a ni le charisme de Chavez, mais qui a toute la corruption qui existe. Donc c'est un pays qui a énormément de problèmes et qui a une opposition qui n'est pas nécessairement reconnue. Le
le Venezuela est un champ de pétrole. Voilà. Et le Venezuela est un champ de pétrole sur lequel les Américains rêvent de mettre la main parce que c'est un pétrole facile à écouler, c'est à côté de chez eux. Ils ont une manne pétrolière assez conséquente, mais si c'était la Bolivie voisine ou d'autres pays qui subissaient ou qui avaient exactement la même configuration politique, ça n'intéresserait pas autant les Américains. Donc voilà, vous avez des obsédés dans la politique américaine, des gens comme John Bolton par exemple, ou Lindsey Graham, qui sont obsédés par l'idée de faire main basse sur le Venezuela. Donc là, ce que fait Maduro, il en est parfaitement conscient de tout ça. Eh bien, il essaye justement d'utiliser les BRICS avec son grand voisin brésilien, avec lesquels les choses non plus ne sont pas tout à fait en harmonie, mais en tout cas, voilà, il y a quand même en Amérique du Sud deux piliers, on va dire, avec ces deux pays, du monde nouveau qu'il espère, et il s'en sert évidemment pour sauver sa peau. Voilà. Et alors, dans ce monde nouveau, ce sera quoi ? J'ai deux questions encore. Quelle sera la place de Vladimir Poutine, déjà, dans ce monde nouveau ? Et puis, d'abord, vous nous parliez là, du décalage qu'on peut observer avec cet Occident qui semble aveugle en fait à ce mouvement de l'histoire. Dans les journaux, on a beaucoup entendu parler du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui pèse sur Poutine, et justement de ce paradoxe entre de son absence d'effet en fait finalement. Qu'est-ce que ça aussi, ça dit finalement de la crédibilité des institutions européennes ? Écoutez, là, en l'occurrence, il s'agit plutôt du TPI, donc de la Cour pénale internationale. On n'est pas dans le cadre des institutions européennes, mais on est dans une officine, effectivement, qui est... Il n'y a pas que l'Occident qui adhère à la Cour pénale internationale. Récemment, il y a eu un cas pratique, c'est-à-dire que chaque pays qui reconnaît la Cour pénale internationale et dans lesquels Vladimir Poutine ou Benjamin Netanyahou, même si le mandat n'a pas été encore émis pour Israël, se rendrait, eh bien, le pays est en devoir d'arrêter cette personne pour qu'elle soit traduite devant le TPI, c'est-à-dire le tribunal international à La Haye. Il y a eu un cas pratique, c'est récemment le cas de la Mongolie, où Vladimir Poutine s'est rendu à Oulan-Bator. Volodymyr Zelensky et plusieurs leaders internationaux ont demandé à la Mongolie, qui reconnaît la Cour pénale internationale. C'est important parce que vous avez des pays comme par exemple les États-Unis qui ne reconnaissent pas cette Cour pénale internationale. La Russie ne reconnaît pas la Cour pénale internationale. Mais la Mongolie la reconnaissait, donc logiquement, la Mongolie aurait dû arrêter Vladimir Poutine. Bon, à la place de ça, il y avait un grand tapis rouge qui l'attendait quand il est descendu de son avion. Il a eu le droit à tous les égards du protocole et il est reparti avec des contrats et avec une poignée de main avec le président local. Donc, là, on a vraiment les limites de l'exercice et les limites de l'isolement de Poutine, parce que même si ce mandat d'arrêt a été prononcé, il est inopérant. Et ce qu'on voit, c'est que, là encore, c'était la démonstration que voulait faire Vladimir Poutine, et on peut que reconnaître qu'il l'a réussi, c'est que le monde vient vers lui. Et que, quelque part, quand vous voyez ces chefs d'État, le Chinois, l'Indien, le Sud-Africain, l'Égyptien, vous avez tous ces gens autour d'une table, vous avez l'impression que ça fait le G7, vous voyez ? Ouais. Et vous vous dites, mais Vladimir Poutine, il était dans le G7, mais le G20, Xi Jinping, il en a fait partie. Et là, vous dites, il manque quelque chose, ou alors il y a quelque chose qui a changé. Et je pense que la force des images, elle est vraiment importante dans ce cas de figure précis. C'est-à-dire que le monde est en train de changer et on le voit. Ouais, on le voit. Et d'ailleurs, vous le disiez, tous ces pays qui n'ont pas, comme ça, l'air d'avoir grand-chose en commun, finalement, peut-être aussi que ce nouveau monde, c'est justement cette prévalence des peuples ou des particularismes. Oui, alors faut pas être naïf, chaque peuple a ses ambitions, chaque pays a ses intérêts. Là, en l'occurrence, je expliquais la question par rapport à l'islam, justement, du rapport entre l'Inde et certains autres pays. Vous pouvez voir que certains sont concurrents économiques, notamment sur l'Afrique, par exemple, où vous avez beaucoup la France a quitté l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, elle en est partie, elle en a été chassée quelque part, mais il y a beaucoup de prédateurs, beaucoup de requins d'eau profonde qui sont là.
certains coopèrent, d'autres pas vraiment. Donc il y a une concurrence qui existe entre ces pays. Et par exemple sur la question de l'Inde et de la Chine, ce qui était important, c'est que dès le début, et ça a été symboliquement et fait exprès, l'Inde et la Chine ont eu une réunion bilatérale pour calmer leur affaire de problèmes de frontières. Vous savez qu'il y a une frontière entre l'Inde et la Chine, elle n'est pas très longue, mais où il y a eu des morts, où il y a eu des accrochages. Il y a un accord qui a été trouvé la veille de ce sommet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui renforce aussi la portée diplomatique de tout ça. Ce que ce sommet tente à démontrer avec ça, s'il n'y avait pas beaucoup d'incertitudes, la Chine et l'Inde n'ont pas intérêt à être... Mais vous savez, l'Inde fait aujourd'hui 1,4 milliard d'individus, 17% de la population planétaire, et ils viennent passer devant la Chine. Ces deux machines économiques de puissance humaine, enfin, de par le nombre de leurs habitants qui sont absolument conséquents et qui aujourd'hui ont des intérêts dans la région. La question du Pakistan, et le Pakistan est instrumentalisé par la Chine contre l'Inde. Enfin, vous avez quand même une géopolitique régionale de laquelle on n'est pas forcément conscient. Et ce qu'espèrent les BRICS, c'est de se poser comme institution supranationale justement pour essayer de traiter ce genre de problème. Et donc ils ont voulu démontrer qu'ils étaient capables de le faire. Maintenant, sur la question financière et économique avec l'abandon du dollar dans les échanges internationaux, on va voir s'ils sont capables de le faire, et on va voir si un Donald Trump est capable de rivaliser aussi, parce que c'est quelque chose qui... Donald Trump a plusieurs fois menacé de taxer les pays qui abandonneraient le dollar. Alors il y a la question du rapport avec les crypto-monnaies également. Tout ça est vraiment en train de se mettre en place, mais c'est clairement, ce qu'on peut constater aujourd'hui déjà, c'est que c'est clairement une mise en cause totale. Je vous disais, je parlais des accords de Bretton Woods, de la suprématie du dollar, de la suprématie occidentale, même de cette suprématie morale de l'Occident. C'est-à-dire que en attendant, vous avez ces pays qui font ce sommet, et dans le même temps, l'Occident, via Israël, c'est les promesses de frappe sur l'Iran, donc potentiellement un vecteur d'une nouvelle guerre totale au Moyen-Orient. Et pour ce qui est en Ukraine, c'est des paquets d'armes, des financements d'armes à destination de l'Ukraine pour encore plus de guerre. Donc ça veut dire quoi? Vous avez ces pays-là qui se disent, nous, on veut arranger nos affaires et discuter, et vous, l'Occident, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous contribuez à la guerre partout. Voilà. Et ça, c'est vraiment significatif, je pense. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Merci d'avoir accepté notre invitation chez Toxin et pour cette analyse éclairante. Je le rappelle, vous êtes grand reporter, directeur de la publication d'Omerta. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt chez Toxin. Merci Roxane. Merci.